fuite prit feu. C'était au mois de septembre. Les inondations dues à la crue du fleuve Sénégal dans le Dandé-Mayo, l'eau s'est retirée, mais elle laisse derrière certaines maladies telles que le paludisme. Démarrage demain 5 décembre des opérations de collecte de la campagne de commercialisation de l'arachide. 305 francs CFA, c'est le prix plancher. Aucun point de collecte officiel dans la région de Diourbel. Ils seront avec nous sur cette antenne dans ce midi. Georges Déthié pour les actualités internationales, Malal Diagne Junior pour le sport et Mohamed Ali Mouba pour une lecture de la presse du jour. Point de vue en fin de journal, débat tout à l'heure donc avec nos deux intervenants sur la situation que traversent les médias au Sénégal, le prétexte de la publication des organes reconnus par l'État et la polémique qu'elle a suscitée. Aliouba est à la technique, bienvenue. D'abord, cette attaque à main armée dans la commune de Toubafal. Un homme a été blessé par balle. Il est présentement à l'hôpital Cheikhoul Khadim. Les assaillants, des voleurs qui voulaient s'emparer d'un troupeau de moutons, mais ils sont finalement repartis les mains vides. Les populations, elles, réclament un renforcement de la sécurité dans leur localité située seulement à une vingtaine de kilomètres de Touba. Exclu de la télévision 7TV et du site internet Azaktu, de la liste des médias dits conformes, Maïmouna Ndour Faye pas encore saisi des raisons, pas encore saisi donc des raisons de cette exclusion. Elle a apporté des justificatifs sur la régularité de ces chaînes. Selon elle, tout est en règle. Elle dit ne pas comprendre les raisons de cette exclusion. Maïmouna Ndour Faye, la patronne de cette TV, était face à la presse tout à l'heure. Famadion. D'abord, une précision. Maïmouna Ndour Faye n'a pas encore été saisie des raisons pour lesquelles cette TV et AZ Actu ont été exclus de la liste des médias dits conformes. J'ai pris le soin de m'entretenir avec le directeur de la communication. Celui-ci m'a informé des raisons pour lesquelles nous avons été mis à l'écart. Il s'agissait de fournir au ministère de la Communication cette décision du CNRA. La licence exploitée par la télévision 7TV a été attribuée par l'État du Sénégal en 2011. Et la chaîne de télévision en question s'appelait LCS. Nous avons signé avec cette société-là un contrat d'achat et de cession de la télévision LCS et de toutes les fréquences qu'elle détenait. Nous avons par la suite lancé les procédures de conformité en écrivant au CNRA. Le CNRA est membre du comité qui a été mis en place. Pourquoi est-ce que le CNRA n'a pas mis à la disposition du ministère de la Communication toutes ces informations, c'est-à-dire l'autorisation de diffuser en tant que 7TV, le cahier de charges et le contrat de diffusion avec la télédiffusion du Sénégal? Cela nous aurait épargné bien des débats. Le groupe 3e universel éditeur de la 7TV et de AZ Actu a vu le jour en 2012. Depuis cette année, la société fait son petit bonhomme de chemin. Pour la directrice, aujourd'hui, c'est un combat de principe, pas question qu'elle se taise. Le ministère de la Communication aurait pu, dans un souci d'équité et de transparence, nous demander des documents supplémentaires pour se faire une religion sur notre conformité aux règles, comme ils l'ont fait avec d'autres médias. Cela nous aurait évité ces débats et cette douleur que nous ressentons tous. Avec des documents à l'appui, Maïmouna Ndour Faye compte se battre jusqu'au bout. Hors de question qu'elle laisse passer ce qu'elle appelle une forfaiture. Fama Dione, depuis l'arrivée de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, la presse maillon essentiel de la démocratie, vous l'avez constaté donc, est bâillonnée, difficile d'exercer sans problème. Nous avons donné la parole à des acteurs politiques. Rendez-vous tout à l'heure avec Mohamed Ali Mouba. Ça a chauffé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce matin. Là-bas, les étudiants en master réclament 14 mois d'arriérés de bourse. Ils étaient encore au front ce matin et ils comptent poursuivre le mot d'ordre pour la satisfaction de leurs revendications. Un plan d'action a été d'ailleurs concocté. Babacar Diallo, le coordonnateur du collectif des étudiants en master de l'UCAD avec Koumba Sandiane Faye. On est resté 14 mois sans percevoir de bourse, ce qui est inadmissible. On est en mouvement, ça fait 2 semaines, donc aujourd'hui c'est le 4 décembre. On ne voit toujours pas les états de paiement. Ils ne sont pas toujours disponibles. Ce qui signifie que l'État n'est pas encore prêt à nous payer notre rappel de 14 mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a organisé un front. Et donc, aussi, on est en train de faire un GST, journée sans ticket. Et si l'État ne réagit toujours pas, on va continuer ce mot d'ordre. Donc, nous appelons à l'État de décanter la situation des étudiants en Master 1 de l'Université Anta Diop de Dakar.
Et puis cette marche pacifique des élèves du lycée de Malika Plage, ils dénoncent leurs difficiles conditions d'études avec un manque de salles de classe. Ils réclament surtout l'achèvement des travaux du nouveau lycée de la localité en chantier depuis plus de 10 ans. Astel Fall, la présidente du gouvernement scolaire du lycée Malika Plage avec Aminata Ba. L'arrêt des travaux pour la construction de notre lycée situé vers Apix. La cantinisation à outrance autour du lycée. Le manque de ralentisseurs sur la route principale et surtout devant notre lycée. La pléthore d'élèves qui étudient dans le lycée avec son lot de désagréments quotidiens. Le manque de salles de classe. Toutes ces raisons énumérées ci-dessous, les élèves par le biais du gouvernement scolaire se voient dans l'obligation de réagir pour attirer l'attention des autorités administratives, locales et de la population de Malika sur l'urgence nécessite de prendre en charge et surtout faire d'une priorité la construction de notre lycée. Nous avons décidé aussi de manifester notre mécontentement autour de ces questions, non pas de réponse dans les plus brefs délais. Et puis le syndicat des travailleurs de la santé qui a entamé une grève de 3 jours ce mercredi. Le dit syndicat exige l'alignement de l'indemnité de logement à tous les agents et le recrutement du personnel, entre autres. Chersek, le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé affilié à la CNTS-FC, joint par Oumou Kalsoumli. Une régularisation, les informations en tout cas qui nous parviennent sont assez satisfaisantes. Nous avons eu des informations de la part des camarades de Goudiri, de Matam, mais aussi de Touba, surtout à Ndamatou, et où réellement les camarades ont suivi largement le mot d'ordre de grève. Cette même situation est constatée aussi au niveau des structures ici au niveau de Dakar, en tout cas au niveau du district de Diamaguène-Sicap-Mbao, où on est largement majoritaire, le mot d'ordre a été largement suivi. Au début, on avait presque décidé de boycotter. Mais comme on dit que nous prêtons à nos enfants, nous avons décidé de vacciner parce que c'est notre rôle. Et actuellement, les gens sont en train de faire le travail, en tout cas lundi ou mardi. Peut-être qu'il y aura une pause liée à la grève. Mais en dehors de ça, nous avons dit à nos camarades de vacciner, mais de ne pas donner les informations relatives au nombre de cas de personnes qui ont été vaccinées, en tout cas d'enfants. Nous avons constaté que ça a fait peur à certains responsables. Ils sont en train de faire des pieds et des mains pour essayer de contourner cela. Ils sont en train de voir nos camarades pour essayer de récupérer ces données. Et je suis convaincu que les gens sont même prêts à inventer des données. Que les gens comprennent. On a vacciné, mais on ne livrera aucune information d'un accord ou bien d'un respect d'un accord qui a été signé depuis 2022. C'est entre autres l'alignement de l'indemnité de logement. Il ne reste qu'une petite portion de personnel administratif et technique. L'autre élément, c'est lié au recrutement du personnel. Nous avons un déficit de 15 000 agents. Ce n'est pas à nous de demander à l'État de recruter. Midi 8 minutes, la suite du journal. Vous l'avez constaté, cette pluie hors saison notée depuis hier à Dakar et dans d'autres localités du pays. Certains se disent surpris, d'autres se réjouissent de la baisse des températures, mais émettent des craintes surtout par rapport au bétail. Reportage Ndeye Ndoumbe Diop. Monsieur Gueye, croisé à la Médina, parapluie à la main, il dit se protéger de la pluie. Je me suis réveillé ce matin et j'ai vu qu'il était en train de pleuvoir. J'ai aussitôt pris mon parapluie pour me protéger. Mais c'est un très bon climat. Ce temps est très clément, estime Pape Maliksi. Il habite non loin de la rue 6 de la Médina. C'est pas une saison d'hivernage, je pense que c'est dû au temps, à l'approche de la fraîcheur. Souvent on le voit, c'est ce qu'on appelle en Wolof le hougue, un temps très favorable à moi, le temps est très favorable. On apprécie ce temps. On ne voit pas d'anomalie pour le moment. À mon niveau, il n'y a pas d'anomalie. Au contraire, ça nous réconforte, ça nous met à l'aise. On est très à l'aise avec ce temps. Ce quinquagénaire lui emboîte le pas, mais il soutient que ce climat n'est pas favorable pour le bétail. Ce climat, d'habitude, ça vient après la saison des pluies. Chaque année presque ça vient quoi. Comme on l'appelle d'habitude Hug. On l'appelle Hug. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais ici en Wolof on dit Hug. Même dans les villages, on ne veut pas qu'il vienne souvent parce que ça va bon sur les troupeaux. Parce que souvent, si ça pleut après, les troupeaux fait froid quoi. Ils tombent peut-être malades, sinon on pourra le faire. À Dakar ou dans d'autres localités du pays, le constat est le même depuis hier soir. Le climat est dominé par une fraîcheur qui ne laisse personne indifférente. Et cette fraîcheur va se poursuivre jusqu'à demain soir, précise la météo. Mor Kébé, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, demande aux populations de prendre leurs précautions.
Ce phénomène météorologique donc, est typique de la période de fraîcheur et nous l'appelons souvent comme pluie de hors-saison puisque ce n'est pas en fait causé par la dynamique des pluies qu'on a souvent l'habitude d'observer pendant la période des pluies. Donc, ou pluie de Eugue, et c'est également connu sous le nom de pluie de mangue chez les Wolofs. Donc, cette appellation pluie de mangue s'explique par le fait que l'apparition de ces pluies provoque ou bien accélère aussi le mûrissement des grappes de mangue qui sont accrochées aux branches. Maintenant, pour apporter des explications météorologiques, là, on peut dire que ce phénomène résulte en fait d'un conflit de masse d'air entre une masse d'air frais et humide en provenance de l'Europe qui descend et trouve une masse d'air chaud et sec localisée sur le continent africain. Donc, le mélange de ces deux masses d'air au-dessous de l'Afrique de l'Ouest a conduit à la formation de nuages qui se sont progressivement développées, entraînant ainsi des précipitations principalement sur les régions du nord et de l'ouest. Ce type de phénomène s'observe le plus souvent pendant la période de fraîcheur et parfois avoir des conséquences dramatiques sur les populations. En termes de perspective, on peut dire que, en tout cas, cette situation risque de nous intéresser pendant la journée d'aujourd'hui et ça peut aussi continuer jusqu'au jeudi soir. Et pour cela, nous invitons les populations de se mettre à l'abri pour éviter les coups de fraîcheur. Et mais aussi de protéger en fait le bétail et les récoltes pour ne pas en fait détériorer les récoltes qui sont déjà exposées au sol. Et puis les inondations dues à la crue du fleuve Sénégal dans le Dandemayo, l'eau s'est retirée, laissant derrière plusieurs maladies telles que le paludisme, la dengue, la diarrhée, entre autres, surtout chez les enfants. Les structures de santé sont envahies par les malades et la situation devient de plus en plus préoccupante, mais toutefois sous contrôle, selon le directeur régional de la santé qui assure que la mobilisation de toutes les ressources assure donc, l'autorité annonce une mobilisation de toutes les ressources nécessaires. Ali Bandeliang. Le paludisme, la dengue, la diarrhée et tant d'autres maladies, conséquences des inondations dans la zone du Dandemayo. Des postes de santé aux hôpitaux, les pavillons d'hospitalisation sont envahis par des malades. Un mois après le retrait des eaux du fleuve Sénégal, Moustapha Faye, le directeur régional de la santé de Matam, en état d'alerte, se prononce sur la situation. Ces inondations ont créé des problèmes de santé, notamment des problèmes d'accès aux services de santé. Il y a des populations qui étaient coupées du reste de leur zone. Des mesures ont été prises pour pallier à ces difficultés, notamment avec l'organisation de stratégies déplacées d'offres de services. Ces inondations également entraînent une prolifération vectorielle. Et par ricochet, on a constaté aussi des maladies en rapport avec ces populations vectorielles. On a noté quelques cas de paludisme, mais aussi la dengue, notée dans la région, et d'autres maladies à transmission vectorielle. Donc, il est évident que nous avons également constaté une augmentation de la fréquentation des structures en rapport avec des motifs de consultation tels que les diarrhées chez les enfants et les infections respiratoires aiguës. Et on peut le mettre en rapport avec ces inondations. Malgré l'ampleur et les conséquences des inondations, aucune collectivité locale n'a encore réagi à l'expression des besoins des services de l'hygiène. Des agents qui, avec seulement l'appui du ministère de la Santé, projettent des opérations de saupoudrage dans la ville de Matam. Au même moment, la région médicale vient de réceptionner un don de médicaments offert par l'ONG ACDEV. Matam, Ali Bandelian, RFM. Gossas, la non-fertilité des sols et des pratiques agricoles non adaptées ont fini par avoir un impact sur les rendements devenus trop faibles. Les acteurs donc aux côtés des autorités cherchent solution et c'est dans ce cadre que Gossas a initié des journées économiques. Aminata Goudiaby. Jean Basket, Seynabou Cissé est pleine d'énergie, une vraie passionnée. Son domaine, la transformation et la vente de produits céréaliers. Elle participe à la foire initiée dans le cadre des journées économiques de Gossas. On a ici un louma, on trouve le mil facilement. Actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est le bon moment pour trouver du mil. Parce que le prix n'est pas élevé, tu peux le trouver à 250. Je manque de visibilité, de partenariat, voilà, comme les foires comme ça pour exposer mes marchandises. Gossas, avec ses 6 communes, est un département agricole, mais impossible d'exploiter pleinement ce potentiel. Les terres sont pauvres et les pratiques agricoles sont devenues inappropriées. Abdoulaye Kamara est le directeur régional du développement rural de Fatick. On est dans un contexte d'agriculture pluviale et le constat c'est que le département de Gossas est le département le moins pluvieux de la région. La deuxième chose c'est la très forte dégradation des terres, très pauvres. Gossas a plus de terres cultivables que les autres départements, mais ces niveaux de rendement sont toujours inférieurs à ceux des autres départements. Les autorités administratives veulent des solutions. La première édition des journées économiques sera l'occasion
l'occasion d'échanger sur des pistes. Beaucoup d'experts sont associés aux événements. Amadou Diop, préfet du département de Gossas. Gossas est un département à fort potentiel agricole et pastoral. L'agriculture reste la principale source de revenus pour une grande majorité de nos habitants. Toutefois, pour qu'elle soit réellement un moteur de développement durable, il est crucial d'orienter cette activité vers des pratiques durables et innovantes. Nous devons mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer les rendements agricoles. Et c'est donc parti pour 5 jours d'activité. Bien d'autres secteurs seront au cœur des échanges durant ces journées économiques. Les autorités administratives et territoriaux de Gossas ont la commune ambition de sortir ce département de la région de Fatick de la pauvreté. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Démarrage demain 5 décembre des opérations de collecte de la campagne de commercialisation de l'arachide. 305 francs CFA, c'est le prix plancher qui a été retenu. Aucun point de collecte officiel dans la région de Diourbel. Babacar Diouf. À quelques heures du démarrage officiel de la campagne de commercialisation arachidière, les autorités du ministère de l'Agriculture n'ont pas encore communiqué les points de collecte officiels. Dans la région de Diourbel, les services déconcentrés ne sont pas en mesure d'informer sur les points de collecte retenus, encore moins des opérateurs devant les animer. C'est donc dire que la campagne de commercialisation dont le démarrage est prévu ce jeudi 5 décembre risque d'être compromise, du moins dans la région de Diourbel. N'empêche, dans le marché noir, les paysans ont démarré la vente des graines avec des prix qui dépassent le prix plancher de 305 francs. Bambey. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, nous restons dans la zone Ango-Khok, précisément dans la commune de Ndangalma, pour parler de cette manifestation des populations. Elles ont bloqué la circulation sur la route nationale ce matin pour réclamer des ralentisseurs, doléances qui fait suite à l'accident survenu sur place et qui avait fait 16 morts. Il s'agissait d'une collision entre un bus et un camion de sable. Le bus avait par la suite pris feu. C'était au mois de septembre dernier, nous y reviendrons. Kaolack, les autorités locales et administratives qui se mobilisent pour faire face à l'insalubrité dans la ville. Elles changent de paradigme pour mobiliser davantage les jeunes. Désormais, les localités ou quartiers les plus propres vont recevoir une prime. Un CRD, Comité régional de développement, a été organisé à cet effet. Fatoumou. Travailler à la base, réussir. Parce que ils se sont mobilisés en véritables gardiens de l'hygiène publique pour lutter contre l'insalubrité dans la région de Kaolack. Une initiative saluée par le gouverneur de région Mamadou Mokhtar Wade qui insiste sur la nécessité de la maintenir et de l'intensifier au quotidien. Nettoiement, assainissement, ça doit être véritablement une action permanente. Malgré ces efforts, la situation demeure préoccupante dans la capitale du Saloum. Cette problématique a conduit à l'organisation d'un comité régional de développement visant à identifier des solutions durables et efficaces, comme l'a souligné Daoud Tchoun, délégué régional de la SONAGED. Pour ce potentiel même qui aujourd'hui pourrait en tout cas régler cette question, a été sonné. Et pour cette édition, je pense que les conclusions du gouverneur, c'est de donner en tout cas un plus ce que nous faisons faire. Parmi les défis majeurs abordés figurent le désencombrement des espaces publics et l'évacuation des épaves de véhicules qui encombrent les voiries. Le commissaire Mbalo de la localité de Ndorong a plaidé pour la création de fourrières municipales. Voies publiques, une co-occupée, mais il faut nous désengorger, opération de déguerpissement. Il faut diminuer en fourrière municipale. La 7e édition de la journée nationale du Set-Setal a réuni les autorités administratives des 3 départements de la région, les élus locaux ainsi que les différents acteurs concernés. Une nouveauté de cette édition est la mise en place d'un concours visant à récompenser les quartiers les plus propres. Fatoumbo Kaolack, Radio Futur Média. Fatoumbo, et puis cet appel à l'aide pour Eladji Ndiaye. L'artiste atteint d'un AVC, accident vasculaire cérébral depuis 2 ans, est maintenant victime d'expropriation de ses biens qui se trouvent à Nguékhokh, c'est à l'entrée de Mbour. Un comité dénommé Justice pour Eladji Ndiaye a été mis sur pied pour le soutenir et faire pression pour la relance du dossier devant la justice. Le dit comité a tenu une conférence de presse à Narocha. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Sa chanson fétiche résonne encore dans nos oreilles, mais sa santé physique et mentale est chancelante. L'artiste musicien Eladji Ndiaye a besoin d'aide et ses pairs veulent répondre présents. Faloudien.
Vous savez, hein, El Hadj Ndiaye, c'est comme un jumeau. Ce qui lui arrive est très difficile à vivre. Certains grands musiciens, comme Youssou N'Dour, ont apporté leur soutien depuis le début. Mais il a encore besoin de plus de soutien. Ce cercle d'amis s'est aujourd'hui élargi. La société civile a rejoint le combat, comme la Convergence africaine contre l'accaparement des terres, l'ARADO ou encore le Forum social sénégalais dont Mignane Diouf est le coordonnateur. Des gens sont venus prendre sa maison, son champ, et sur la base d'un dossier juridique qui n'a jamais été vidé au niveau de la justice et qui d'ailleurs a donné le droit à El Hadj de conserver ses biens. Mais malgré tout, la personne avec laquelle il avait ce conflit-là est passée dessus de tout le monde. Bon, il a expulsé El Hadj de là où il vivait, l'a sorti de la maison, a sorti ses bagages, y compris le studio qu'il avait mis là-dedans, qui est un studio donc numérique, alors que dans ce dossier, El Hadj lui devait environ 7 millions. Il a pris sur El Hadj un patrimoine foncier qui équivaudrait à 700-800 millions. Cela, à notre avis, c'est un coup de force, une expropriation. C'est pourquoi on a convoqué ce point de presse. Mon frère, je vais passer. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités du Sénégal et pour que tout le monde puisse venir soutenir El Hadj dans cette situation d'injustice qu'il est en train de vivre. C'est un énième cri de cœur de l'artiste, de sa famille et de son entourage. El Hadj Ndiaye souhaite recouvrer sa santé, mais également entrer en possession de ses biens pour retrouver toute sa dignité. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Georges Dekedio, bonjour. Bonjour Barthélémy. En République démocratique du Congo, une maladie d'origine inconnue fait plusieurs morts. Plusieurs dizaines de morts dans la province du Congo, dans le sud du pays, et en 2 semaines seulement, selon les autorités sanitaires et les autorités locales. La maladie fait l'objet d'une enquête. À Wambaye. Les décès ont été enregistrés entre le 10 et le 25 novembre dans la zone de santé Panzi, dans la province de Kwango. Les localités de Kimbata, Banga et Kingudi sont particulièrement touchées par cette maladie d'origine inconnue. Le ministère congolais de la santé publique donne comme bilan 79 décès enregistrés et le gouverneur adjoint de la province de Kwango parle, lui, de plus de 100 morts. Pour les symptômes répertoriés par le ministère de la Santé, on note la fièvre, les maux de tête, la toux, les problèmes respiratoires et l'anémie. Une équipe d'experts en épidémiologie est attendue dans la région pour prélever des échantillons et identifier les causes, selon toujours le gouverneur adjoint Rémi Saki. Les autorités sanitaires rappellent les populations des zones touchées à la vigilance et à la prudence en respectant les mesures d'hygiène, notamment le lavage systématique des mains. Pour rappel, la République démocratique du Congo fait déjà face à l'épidémie de Mpox avec plus de 1000 morts. La vice-présidente de la SWAPO entre dans l'histoire. Elle est la première femme à être élue présidente de la République. La commission électorale de la Namibie l'a déclaré hier vainqueur de l'élection présidentielle avec 58,1% des suffrages exprimés. Son plus proche rival, Panduleni Itula, leader du parti Patriote pour le changement, est arrivé deuxième. Il a recueilli 28,5% des suffrages. En Guinée, ouverture d'une enquête judiciaire après la tragédie de dimanche dernier au stade du 3 avril de Zérékoré. Une annonce du ministre de la Justice à la télévision nationale. Le drame est survenu lors de la finale d'un tournoi de football dimanche dernier. Vous l'avez dit, le dernier bilan officiel fait état de plus de 50 morts. On y reviendra avec Sodatiam qui est déjà en place. Au lendemain de la tragédie, les autorités guinéennes ont établi un bilan provisoire de 56 morts, selon le ministre de la Justice qui a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et au peuple de Guinée. Le drame a causé de nombreux blessés. Sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, Yaya Kairaba Kaba dit avoir ordonné l'ouverture immédiate d'enquêtes judiciaires pour établir les responsabilités dans cette tragédie et engager des poursuites pénales contre les présumés
auteurs et complices. Le ministre de la Justice a appelé au calme et à la sérénité, invite les populations à faire preuve de responsabilité et de retenue face à la douleur collective. Il s'est voulu ferme et a mis en garde contre la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux. Selon lui, la diffusion d'informations non vérifiées ou malveillantes susceptibles de troubler l'ordre public est inadmissible et expose leur auteur à des sanctions. Et Yaya Kairaba Kaba de conclure, je cite, « Je voudrais rassurer la population et particulièrement les familles des victimes quant à la détermination du gouvernement à faire toute la lumière sur ces douloureux événements. » Fin de citation. En France, Georges Diop, journée décisive pour le gouvernement Barnier. L'Assemblée nationale examine cet après-midi à partir de 16h deux motions de censure pour faire chuter le Premier ministre Michel Barnier et son gouvernement. Ces motions de censure sont déposées par le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national. En Iran, pour terminer en Iran, la prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, est sortie de prison. Elle a été libérée ce matin pour des raisons médicales. Une annonce de son avocat sur le réseau social X, Maître Mostafi Nili, a indiqué que selon l'avis du médecin légiste, le parquet de Téhéran a suspendu l'exécution de la peine de Narges Mohammadi pour 3 semaines et elle a été libérée de prison. Elle était incarcérée depuis novembre 2021. En juin dernier, elle a été condamnée à une nouvelle peine d'1 an de prison pour propagande contre l'État. En mars, la militante des droits de l'homme avait diffusé un message depuis sa cellule de prison, message vocal dans lequel elle dénonçait une guerre à grande échelle contre les femmes de la République islamique d'Iran. Merci beaucoup Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat tout à l'heure donc avec nos deux intervenants sur la situation que traversent les médias au Sénégal, le prétexte de la publication des organes reconnus par l'État et la polémique qu'elle a suscitée. Pour en parler, nous serons avec Ibrahim Bahoum, journaliste, membre du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, et Birahim Gueye, économiste des médias. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Une délégation de la FIFA en visite à Denis Biram Ndao. Sur les installations de Génération Foot, une délégation conduite par l'ancien international Anthony Bafoué est composée d'experts de la FIFA. Ils sont à Dakar pour plus d'informations sur le modèle de Génération Foot afin de le dupliquer sur le continent. Talafal, chargé de la communication de Génération Foot, revient sur cette collaboration. On va faire une visite avec lui, on va lui présenter les installations de Génération Foot, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en même temps, on va lui présenter une vidéo de tout ce qu'on a fait, de l'histoire de Génération Foot. Je pense qu'aujourd'hui, la FIFA s'inspire beaucoup de ce que fait Génération Foot pour devenir un modèle dans la formation. Et je pense que c'est surtout sur ça qu'ils veulent s'appuyer pour vraiment être un centre de formation de référence. Donc pour ça, ils nous font l'honneur aujourd'hui de venir visiter et voir tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis à l'avenir, pouvoir faire de Génération Foot un modèle de centre de formation un peu partout à travers l'Afrique et même dans le monde, pourquoi pas. Est-ce que cela pourrait impacter le développement de Génération Foot? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour vous de parler de la suspension de votre stade afin d'y trouver une solution? Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire développer la formation un peu partout au Sénégal, si c'est possible. Sans la formation, on ne peut pas se permettre d'avoir des résultats. Aujourd'hui, la tendance dans le monde entier, c'est des centres de formation. Donc, je pense que nous-mêmes, dans les programmes qui devront suivre plus tard, c'est de faire des centres de formation partout au Sénégal. Le football en Angleterre, 14e journée, la suite des compétitions. Aujourd'hui, Chelsea de Jackson joue contre l'équipe de Southampton. Les Blues sont en déplacement. Liverpool, leader, est en déplacement sur la pelouse de Newcastle. Arsenal, qui a retrouvé le sourire, reçoit à l'Emirates Stadium l'équipe de Manchester United, équipe également qui a retrouvé des couleurs avec l'arrivée de son nouvel entraîneur sur le banc. Les Gunners ont gagné la fois dernière sur le score de 4-0. En Italie, suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Italie, Atalanta de Bergame joue contre Cesena. L'AS Roma joue contre la Sampdoria de Gênes. Handball.
le Sénégal qui affronte le Cameroun en quart de finale. Ce sera à partir de 15h. L'équipe du Sénégal défie le Cameroun. Solecam revient sur les enjeux de cette rencontre. Après avoir enchaîné 4 victoires, la bande à Dungu Camara a trébuché lors de la dernière rencontre des phases de groupe face à l'équipe congolaise. Une défaite qui empêche aux Lions de rester à la première place. Les protégés de Yassine Messaoudi ont terminé à la 3e place derrière le Congo et l'Égypte. Nafi Leila Ndiaye, la déléguée fédérale, nous fait le bilan du premier tour. C'est un bilan assez positif, disons, parce que sur 5 matchs, une seule défaite, nous ne nous plaignons pas trop, mais nous aurions quand même aimé avoir la première place de cette poule-là, assez compliquée, parce qu'une seule défaite est reléguée à la 3e place pour une histoire de goal-average particulier. Mais nous allons tenir bon. Rappelez que c'est la 3e victoire en 3 CAN consécutives du Congo-Brazzaville sur le Sénégal. Cette défaite va permettre aux Lions d'avoir beaucoup plus d'engagement et de détermination pour faire face aux Lions indomptables cet après-midi en quart de finale. Le Cameroun est sorti 2e de la poule B, donc un adversaire à prendre au sérieux. Cameroun qui est aussi une équipe mondialiste, mais que nous ne craignons nullement, et les filles restent concentrées. Le discours reste le même. Continuer à tenir le drapeau du Sénégal haut et droit et faire tout notre possible pour avoir cette qualification en Coupe du Monde. Voilà. Donc nous allons redresser la barre. Hier, c'était un naufrage collectif. C'est une chose qui peut arriver dans le milieu du sport, mais les discours tenus, les séances vidéo et le staff technique et administratif tout autour de l'équipe fait tout son possible pour que cet après-midi, nous puissions avoir cette victoire-là face au Cameroun. Pour se qualifier en demi-finale et en Coupe du Monde, les Lions vont devoir sortir le grand jeu face à un adversaire coriace. Une autre discipline, la lutte avec frappe. La lutte donc frappée par cette triste nouvelle, le décès d'Ambroise Sarr. L'ancien coach de l'équipe nationale donc de lutte simple, ancien champion tout court de lutte, nous a quitté ce matin. Cher Tidiane Diagne revient sur le parcours de l'homme. De 1970 à 1980, Ambroise Sarr a régné en véritable maître dans l'arène. Il s'est imposé à tout le monde. Fort de son expérience, Ambroise s'est mué naturellement en technicien. Il dirige ainsi l'équipe nationale de lutte simple pendant 45 ans. Sous son magistère, les lutteurs sénégalais se sont imposés à plusieurs reprises dans la zone CEDEAO et au championnat d'Afrique de lutte. Ambroise Sarr a fait 5 olympiades à travers le monde, dont 4 olympiades en tant qu'athlète et une olympiade en tant qu'entraîneur. Il y a un an, le natif de Palmarin a été honoré par les siens. Appelé affectueusement Pa Ambou, il est cité comme un modèle, une référence. En avril 2022, Ambroise Sarr a quitté définitivement son poste d'entraîneur de l'équipe nationale. Je le cite, « Je suis entraîneur de lutte depuis 1978. J'ai 72 ans aujourd'hui. Mes fils veulent que je me retire pour me reposer. » Et nous allons prier donc pour le repos de son âme et présenter les condoléances à toute la famille de la lutte. Barthélémy. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. RFM, la radio de toute l'actualité. À midi 33 minutes avant la revue de presse, je vous l'annonçais tout à l'heure, donc le focus de ce midi sur les acquis démocratiques au Sénégal. Depuis l'arrivée de Diomaye Sonko à la tête du pays, la presse, maillon essentiel de la démocratie, est aujourd'hui bâillonnée. Difficile d'exercer le métier de journalisme donc dans ces conditions. Nous avons donné la parole à des acteurs politiques sur la question. Un dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. Le musellement de la presse privée sénégalaise, un pas vers le démantèlement des acquis démocratiques de notre pays, obtenu de haute lutte. PASTEF vers un parti-État comme sous Senghor. Nicolas Ndiaye tire la conclusion suivante. Il est le secrétaire général de la LD. C'est que la démocratie n'est jamais acquise d'une manière définitive, tout dans nos pays africains où l'épaisseur historique n'est pas si grande. Cette troisième alternance a une grande différence avec les deux autres qui l'ont précédé, et que c'est une alternance qui est faite par des populistes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se recouvrent d'un manteau de démocratie, d'un manteau de la liberté, d'un manteau de la République, alors qu'au fond, ce n'est qu'un habillage. En réalité, ce sont des pseudo-dictateurs. C'est la tromperie par rapport aux pastéfiens. Il y a des pastéfiens de bonne foi, sincères, qui croient que
le projet de ces gens est un projet démocratique et républicain, alors qu'il n'en est rien. Donc, les premières victimes, ce sont les membres de ces partis qui ont été fanatisés. Il y a des pastéfiens de bonne foi, sincères, qui croient que le projet de ces gens est un projet démocratique et républicain, alors qu'il n'en est rien. Donc, les premières victimes, ce sont les membres de ces partis qui ont été fanatisés et qui ont été trompés de bonne foi. La liberté de la presse menacée au Sénégal, mais beaucoup pensent même que ça va plus loin. C'est surtout la liberté d'expression qui est attaquée. Attention, après la presse, les partis politiques pourraient avoir des difficultés à s'exprimer au Sénégal. Déthié Faye, le président de CDR, Fonk Sakadou. Il est clair que cela donnera une mauvaise image pour notre pays, pour notre démocratie et pour les partis politiques qui sont sur le terrain et qui se battent pour la consolidation de la démocratie et le respect de l'état de droit. Pour Abdoumbo de la PR, ce sont toutes les forces vives du Sénégal qui doivent se retrousser les manches pour garder le Sénégal sur la trajectoire démocratique. C'est que eux, ils veulent installer un parti-État avec leurs médias, avec leurs blogueurs, avec leurs je ne sais quoi. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont le droit d'insulter sans aller en prison. C'est eux qui ont le droit de dénigrer les gens sans aller en prison. C'est eux qui ont le droit de fermer les médias sans absolument avoir des récriminations. Mais je pense que ça, quand même, c'est inacceptable. Parce que le Sénégal n'est pas un pays où on peut laisser l'État bâillonner les gens. Les libertés ont été acquises de haute lutte. Le Sénégal, 3 alternances de suite. La presse, les partis politiques de l'opposition y ont joué un rôle important aux côtés de la société civile sénégalaise aux abonnés absents depuis le régime de Diomaye et de Ousmane Sonko. RFM, la presse du jour. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Touglow. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Autoroute de l'avenir et ses stickers Rapido vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi. On reste avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Publication de la liste des médias reconnus, l'État pastéfien et les tentatives de musellement de la presse sénégalaise. Sur 380 demandes, seuls 112 organes de presse ont été déclarés dignes de porter le grade, validé par le nouveau censeur des médias, le ministre de la Communication Alioune Sall. Parmi les recalés des organes qui ont pignon sur rue depuis plus de 20 ans, le début de l'alternance avec des journalistes chevronnés qui ont porté à bout de bras la démocratie sénégalaise. Mais qui sont ces nouveaux parias de l'État pastéfien? Le journal Le Quotidien note, il s'agit du quotidien lui-même, la 7TV de Maïmouna Ndour Faye, Sen TV, Sourça, le journal As, etc. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse engage le combat. Le ton de Mamadou Ibra Kane du CEDEPS monte dans le journal Le Quotidien. Sonko et le régime sont dans le banditisme d'État. Le confrère se lance dès sa première page au bourreau des médias à l'une salle, faites moins dans le ridicule et dans l'arbitraire, énonce textuellement Serigne Saliou Diagne. Dans un commentaire, il fait constater que le ministre Sall a cessé aux vêtements de la dame Anastasie, armée de ses ciseaux de la censure pour ouvrir un nouveau front avec les médias. Les temps sont durs pour nous, avec tout ce qu'il faut pour nous asphyxier économiquement et nous jeter à la vindicte populaire. Note le commentateur qui se rappelle tragiquement les lignes du livre de Catherine Olmsted intitulé The Newspaper Axis 6 Press Barons who enabled Hitler. Elle y montrait, selon le commentateur, que les patrons des organes qui ont porté Hitler en Allemagne auront été les premières victimes de l'entreprise de musellement de la presse sous le Troisième Reich. C'est tragiquement similaire au Sénégal. Je ne peux que rire quand c'est Alioune Sall qui commandait des interviews aux reporters et cadreurs dans les allées du Parlement sénégalais qui se veut aujourd'hui bourreau de toute une corporation. Quand des hommes disent non, ils sont debout, vous aurez en face de vous des hommes libres.
libres droit dans leurs bottes, amoureux du Sénégal et surtout qui ne flancheront pas. Ciseaux entre vos mains, cousez votre voile de la censure comme bon vous semble. Monsieur Sall, je reste motivé par les mots de notre fondateur et premier soutien, Madiambal Diagne. Ce canal sera publié jusqu'à notre dernière chemise. C'est une question de principe, de liberté et c'est une certaine idée du Sénégal qu'il porte. Cela, le ministre Sall, promoteur de la censure et bourreau des médias, sera contraint de le comprendre. Énonce-t-il encore le commentateur. Sud Quotidien parle en tout cas de médiamétrie d'Alioune Sall, sur ça qui ne figure pas sur la fameuse liste d'Alioune Sall. Le directeur de publication se justifie. Pour l'AS, l'État a zappé les médias encombrants. Le rédacteur en chef sorti de l'ICIC en 2007 n'aurait pas 7 ans d'expérience. Les groupes de Madiambal Diagne, de Maïmouna Ndour Faye, d'Aïssatou Diop Fall ciblés, mais dans l'état pacifien, Bada Rapouille prend la parole et il dit ce qui suit. Les cas de l'AS et du quotidien sont à rectifier au plus vite parce que le rédacteur en chef ont plus de 17 ans d'expérience. Le journal Tribune note que le ministre Alioune Sall, en tout cas, viole la constitution du Sénégal. L'article 11 stipule que la création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle et sportive, sociale, récréative ou scientifique et libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime de la presse est fixé par la loi. Une menace inqualifiable à la liberté d'expression, une tentative de liquidation de la presse privée par le nouveau régime, car il n'appartient ni à la tutelle ni au gouvernement de valider l'existence légale des entreprises de presse, selon Mamadou Ibra Kane. À la une du journal Enquête, Conseil des ministres, le projet de loi de finances 2025 voté hier. Le Conseil des ministres a adopté hier le projet de loi de finances 2025, ouvrant ainsi la voie à son examen et à son vote par l'Assemblée nationale. En plus de la loi des finances rectificative pour 2024, plusieurs sujets ont été abordés, dont la relance du secteur de l'élevage, la commémoration du massacre de Thiaroye, la promotion des Dara. Un focus du journal Enquête sur le vol de bétail en Afrique et le Sénégal qui perd plus de 2 milliards de francs CFA par an. Le journal note qu'une rencontre donc a occupé des professionnels de la filière à Saint-Louis, rencontre au cours de laquelle le représentant de la FAO au Sénégal a rappelé que ce fléau affecte l'économie mais aussi la sécurité et le bien-être des éleveurs et agropasteurs et qu'il nécessite une action concertée et des solutions innovantes pour le combattre. Bonne étoile. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Toulouse. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Autoroute de l'avenir et ses stickers Rapido vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Nous en venons à point de vue débat avec nos deux intervenants sur la situation que traversent les médias au Sénégal, le prétexte de la publication des organes dits reconnus par l'État et la polémique qu'elle a suscité. Pour en parler, nous sommes avec Ibrahima Bakhoum. Monsieur Bakhoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste membre du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Notre deuxième intervenant, Birahim Gueye. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes économiste des médias. D'abord, la parole à Ibrahima Bakhoum, journaliste membre du CNRA. Ibrahima Bakhoum, Alioune Sall, le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique, qui a dévoilé une liste provisoire des groupes de presse reconnus par l'État du Sénégal. Une publication qui a fait naître une polémique. Certains organes ont été écartés de cette liste, pourtant des organes qui existent depuis des années sur l'environnement médiatique au Sénégal. D'abord, comment vous appréciez un peu cette initiative? Selon vous, quels sont les soubassements, s'il y en a? Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs, bonjour également à M. Gueye. Juste préciser qu'en fait, je ne suis pas membre du CNRA. D'abord, le collège, le dernier collège là a fini sa mission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, je travaille avec l'institution depuis longtemps, mais pas comme membre de. Maintenant, nous pouvons parler. Merci pour la précision. Bon, c'était juste ça, on verra après. Donc, je dis, cette situation, elle est malheureuse à tout point de vue. Parce que ceux, dont moi,
qui se battent depuis des décennies, j'ai bien des décennies, pour l'assainissement de cette profession, se retrouvent dans un moment où ils ont, moi personnellement, quand j'ai entendu la première fois le ministre parler de ça, cette affaire de plateforme, etc., j'ai dit, si c'est destiné à faire de la censure, c'est le moyen le plus rapide, mais c'est extrêmement grave. Mais il m'a fallu donc participer à des réunions, regarder la plateforme, voir les questions qui avaient été posées pour dire, attends, je révise cette position-là. En vérité, il s'agit effectivement de savoir qui est qui fait quoi, depuis quand, depuis combien de temps et avec quel argent, globalement. Beaucoup de ceux qui ont été recalés, et j'aime pas le terme illégal, parce que moi, pour le moment, on n'en est pas encore dans cette, je pense qu'on n'est pas encore dans la partie légalité ou légalité, reconnu ou non légalité. Dans un premier temps, c'est ceux qui n'ont pas suffisamment renseigné sur la base de la plateforme. Vous êtes un journal, vous êtes une radio, vous êtes une télévision, d'accord. Vous existez depuis quand? Ok, on sait. Il y a un directeur de publication, un directeur de l'information. Selon le cas, si on est en presse écrite, directeur de publication, si on est en radio-télévision, directeur de l'information. Est-ce que votre directeur de l'information, votre directeur de publication a un minimum de 10 ans? Ça, c'est le code de la presse. Mais quand on dit minimum de 10 ans aussi, il ne s'agit pas de dire, bon, j'ai eu mon diplôme en telle année et puis bon, ça va. Non. Mais il faut avoir une continuité de pratique du journalisme. Autrement dit, le exercer le métier. Dont le travail consiste à collecter et traiter l'information. C'est ça, le journalisme. Donc, celui-là, donc, est-ce qu'il a 10 ans? Oui, directeur de publication. Le rédacteur en chef, obligatoirement 7 ans. Est-ce qu'il a 7 ans? Dans les mêmes conditions de collecte, traitement de l'information. Par exemple, il y a des gens, effectivement, qui sont dans la presse depuis 4 ans, 5 ans, mais qui étaient employés dans une radio, dans une télévision, peut-être depuis 10 ans au service commercial. Cela, on ne peut pas les considérer comme des journalistes. Ils ont beau avoir de l'expérience d'avoir été dans un organe de presse, ce n'est pas suffisant. Ensuite, il y a d'autres enseignements qui sont là-dedans en termes de régularité dans les diffusions, etc. Mais les aspects principaux, c'est cela. Ensuite, il y a le capital. Les gens veulent savoir l'actionnariat. Vous savez, l'intérêt pour l'actionnariat, c'est qui a... Ce qui est valable pour les partis politiques l'est également valable pour les médias. C'est-à-dire qu'un parti politique n'a pas le droit d'être financé de l'extérieur. Mais ici, comme nous sommes dans un monde effectivement d'entreprise, quelqu'un peut être parfaitement ailleurs, mettre de son argent ici, mais il ne faut pas qu'il y ait également, en termes d'actionnariat, quelqu'un qui met beaucoup plus d'argent pour contrôler. Et si on ne fait pas attention, ce qui est possible, c'est que quelqu'un, à partir de l'étranger, pour diverses raisons, peut mettre de l'argent sur le support A, un support B, un support C, etc. Ces supports ne savent même pas d'où vient cet argent-là, les journalistes travaillent, ils font. Alors qu'en vérité, il y a une sorte de risque d'abus de position dominante. Donc pour tout cela, il fallait absolument renseigner. Mais l'essentiel aujourd'hui pour ceux qui sont calés et dont j'ai entendu parler des problèmes, certains, c'est juste en termes de la durée dans la profession. Là, cette question-là. Mais pour le reste, je dis encore, ce que je trouve moi malheureux, parce que j'ai dit il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'il puisse y avoir, à ce moment-ci, des gens qui sont dans l'espace depuis 10, depuis 15 ans. On se réveille un matin, on leur dit, pour une histoire de directeur de publication, vous ne pouvez pas. Également, il y a la question de la carte de presse, j'avais oublié. La carte également, c'est déterminant. Parce que, bon, si vous êtes journaliste, vous avez la carte. Si vous n'avez pas la carte, c'est que vous avez des problèmes pour décliner cette profession-là. Donc, c'est des détails, mais qu'il faut aller absolument régler. Donc, en dehors de ça, je dis, des gens, parce que c'est vrai que les juristes me diront si en droit administratif, la jurisprudence peut tenir compte de l'usage, je ne sais pas, mais ça c'est autre chose. Les gens qui sont là depuis des années, on se réveille un matin, on leur dit, vous ne faites plus partie du décor, c'est vraiment très malheureux. Très malheureux, d'accord. C'est malheureux, Ibrahim Bahoum. Je reviens à vous tout à l'heure. Birahim Gueye, aujourd'hui, cette publication, selon les autorités, s'inscrit dans un effort de régulation pour structurer, assainir le paysage médiatique national. Vous voyez ça sous cet angle, cette publication-là? Merci beaucoup. Merci aussi à M. Bahoum d'avoir donné des éléments d'éclaircissement assez pertinents pour aider à mieux percevoir le contexte. Il est toujours bienvenu de réguler un secteur aussi sensible que le secteur des médias. Je pense que le cadre défini
à condition qu'il ait été consensuel, c'est-à-dire partagé entre l'ensemble des acteurs, y compris les patrons de presse, aurait permis d'avoir un instrument de reprise à la main du secteur et éviter qu'une sorte de bamboula s'éternise et que cela crée toutes sortes de dysfonctionnements. Donc, de mon point de vue, c'est tout à fait important qu'il y ait ce cadre qui soit défini et que les acteurs s'y conforment tout simplement, à condition que les règles du jeu soient définies dès le départ, que tout le monde sache exactement ce qu'il convient de renseigner et qu'on n'ait pas les difficultés à renseigner les différents critères à ce niveau-là. Maintenant, j'ai une double lecture par rapport à la situation et surtout à ce semblant de conflit qui existe. Je pense que de part et d'autre, il y a le fait mais est-ce que dans le fond, vous l'appelez semblant de conflit plutôt, mais est-ce que dans le fond, ce n'est pas un réel conflit? Parce que certains pensent que les médias qui ont été écartés, les organes écartés, ce sont ces organes-là hostiles au régime en place. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de conflit véritablement si les acteurs, chacun de son côté, respecte ce qui lui revient en termes de responsabilité et fait ce qu'il faut faire. Je pense que le gouvernement, peu importe l'historicité de sa relation avec certains médias, ne peut pas se prévaloir le droit de décider qui exerce et qui n'exerce pas. Il y a des professionnels qui sont rompus à la tâche, qui ont tous les critères requis pour exercer ce métier-là. On ne peut pas leur empêcher d'exercer le métier. De l'autre côté, il faut aussi que l'on dépasse cette position défensive à outrance qui consiste à interpréter toute action qui vient comme une menace et surtout comme une forme de remise en question de leur droit d'exister. Je pense qu'il faut assainir le cadre, assainir l'environnement, permettre aux gens de discuter de manière beaucoup plus sereine. Et c'est peut-être là où j'ai un petit problème avec le contexte. On sort des élections législatives ou bien des résultats qui sont annoncés, l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Les gens ne sont pas encore suffisamment stables et qu'on sorte cette liste-là, ça rajoute de l'huile dans le feu et ce n'est pas forcément une très bonne chose, le contexte. On aurait pu prendre le temps d'échanger, envoyer des éléments de demande de complément d'information aux médias qui ont pignon sur rue, qu'on connaît, avant de pouvoir diffuser. Je pense que sur la démarche, le ministère aurait pu mieux faire. Mais à partir de ce moment, on ne peut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait vraiment le faire, mais le faire de manière très différente. Mais j'aimerais peut-être surtout rester sur le contexte global des entreprises de médias aujourd'hui au Sénégal, qui vit une crise structurelle due à plusieurs facteurs. Et je pense que sur ce plan-là, il y a peut-être en interne au niveau des médias une manière différente de repenser leur stratégie qui n'est pas forcément juste de continuer à dépendre de manière très forte du modèle de la publicité. Et aujourd'hui, quand on écoute les responsables des médias, on a l'impression que dès lors que les publicités ne sont plus là, tout s'écoule. On ne peut pas vouloir asseoir une entreprise solide, prendre le risque de recruter des gens qui font des carrières, d'avoir des partenaires et d'asseoir notre modèle de revenus que sur la base de la publicité. Il y a une révision assez forte à faire de ce point de vue-là. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, M. Gueye. Ibrahim Bakhoum, certains y voient en tout cas une menace sur la liberté d'expression, sur le pluralisme. Bon, vous savez, moi j'aimerais bien faire la différence entre la liberté d'expression et la liberté de presse. Parce que enfin, dans l'espace public, c'est dans les journaux que les gens s'expriment. Sinon, être dans la rue de ce qu'on voit, etc. Mais bon, chaque individu est libre d'exprimer ses idées, ses opinions par voie de presse, que ce soit en politique, en économie, etc. Bon, allez chercher dans les articles 10 et 11 de la Constitution, vous trouverez ça. Ensuite, il y a d'autres dispositions dans la charte des journalistes du Sénégal. Cette charte passée par les journalistes eux-mêmes. Il y a le code de la presse. Il y a beaucoup de textes qui encadrent tout ça. Il se trouve parfois qu'effectivement les gens font fi de ces documents, de ces textes, pour passer à autre chose. Prenons par exemple, vous avez parlé M. Gueye parle du contexte en disant c'est extrêmement sensible, on sort d'une élection et les conditions d'organisation depuis la présidentielle, etc. On sait. Les rapports entre presse et pouvoir, on sait tout ça. Prenons par exemple l'article 15 de la charte des journalistes du Sénégal, qui vous dit que vous ne pouvez pas, quand vous êtes journaliste, quand vous avez un média, vous ne pouvez pas utiliser votre média
pour des intérêts particuliers, personnels. Vous ne pouvez pas le faire, ni pour vous-même en tant que personne, ni pour des gens qui vous sont simplement proches. Article pas respecté à la lumière de ce qu'on voit dans les journaux. Pardon? Est-ce que cet article-là est bien respecté à la lumière de c'est pourquoi je le convoque, parce que je sais ce qui se passe dans la presse, c'est pourquoi je le convoque. Je dis donc c'est ça qui pose problème. Alors finalement, quand on en arrive, et ça, que ça, mes jeunes confrères qui se plaignent, mais je vais le dire, quand on en arrive à dire les journalistes du projet, les médias du projet, il y a problème. Vous êtes médias du public. C'est le public qui vous juge. Tout comme vous, les journalistes, parfois, vous vous dites, on n'a pas idée de quelqu'un qui puisse dire, je suis député du président, je suis député alors que vous êtes député du peuple. C'est exactement la même responsabilité pour le journaliste, pour les médias. Il n'y a pas à combattre un camp pour un autre. Le manichéisme qui a beaucoup prospéré est extrêmement nocif et dangereux. Et aujourd'hui, dans le contexte, comme dit Guy, si on en arrive à ce moment-ci, que cette affaire arrive, on a l'impression, et ça, une impression peut être totalement fausse, une perception peut être totalement fausse, mais laissez-moi vous dire que l'impression que ça peut laisser, et ceux qui sont concernés, évidemment, communiquent dans cet axe-là, je les comprends, en disant, parce que ce sont les journalistes, ce sont les médias estampillés contre, je mets entre guillemets contre parce que je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire, ce sont les médias estampillés contre le pouvoir qui sont sanctionnés. Et les médias estampillés pour le pouvoir sont sauvés. Je dis, cette démarche-là, je vous ai expliqué donc ce qu'il y a sur la plateforme, qui ne correspond pas à ni pour ni contre, mais en vérité, c'est cette perception malheureusement qui n'a pas été effacée par cette situation. Merci. Mais on peut également dire que ce n'est pas parce que les gens font tout le temps dans le mauvais sens qu'il faut les laisser, on dit bon ça va quoi, continuer. Ça également si on le fait, c'est contre la profession elle-même, et ça j'en parle en connaissance de cause. Malheureusement nous sommes rattrapés par le temps, Ibrahim Bakhoum. Merci. On souhaiterait également redonner la parole à Birahim Gueye, mais le temps nous presse. Toutes nos excuses, Monsieur Gueye. De toute façon, on vous retrouve à tous les deux. Ibrahim Bakhoum, journaliste, et Birahim Gueye, également économiste des médias. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Toutes nos excuses à Birahim Gueye, qui n'a pas repris la parole. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, réalisation et chef d'édition Awambaï. Retrouvez à 13h Seydou Nourouba. Bonne suite de programme.